Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, politique culturelle de Macron, l'Arlésienne. À moins d'avoir un problème avec les dates anniversaires, il ne vous aura pas échappé qu'il y a tout juste un an, Emmanuel Macron était élu président de la République. Élu sur la base d'un programme faisant de la culture une des priorités du quinquennat, avec cette promesse, réinventer la politique culturelle. Le diagnostic dressé à l'époque par le candidat était le suivant. Le rayonnement de notre vie artistique s'essouffle, des déserts culturels subsistent en France, trop de citoyens n'ont pas accès à la culture, nous donnerons une nouvelle impulsion à la politique culturelle. Alors un an plus tard, le bilan paraît assez maigre au regard des ambitions. Un rapport a été remis en février pour conforter le projet présidentiel d'une plus large ouverture des bibliothèques en soirée et le dimanche. Le pass culture pour les jeunes de 18 ans est encore en phase d'expérimentation. Stéphane Bern a été nommé pour s'occuper des monuments en péril. Quant à la ministre Françoise Nyssen, sa difficulté à s'imposer sur le terrain politique semble avoir entamé la légitimité forte dont elle bénéficiait comme éditrice d'Actes Sud à son arrivée rue de Valois. Bref, pour l'instant, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, politique culturelle de Macron, l'Arlésienne, c'est la discussion et la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Marie-Josée Malice, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène, vous dirigez le Théâtre de la Commune, qui est le CDN d'Aubervilliers. CDN pour... Centre dramatique national. Et vous présidez le Syndéac, le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Pour discuter avec vous, Pierre-Yves Bournazel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Les Constructifs de Paris, vice-président de la Commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale. Vous avez donc eu l'occasion à plusieurs reprises de vous exprimer sur ces questions, notamment pour défendre le budget présenté par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Et puis troisième invité, Manuel Vallon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, professeur à l'Université Paris X Nanterre. Vos travaux portent sur l'étude des politiques culturelles et sur les relations entre les arts et les pouvoirs. Vous êtes par ailleurs membre du comité de rédaction de la revue Nectar, voilà, qui est une revue intéressante quand on va parler notamment de décentralisation culturelle, puisque je crois qu'elle se trouve à Avignon. Je voudrais d'abord à Toulouse. Avignon, Toulouse, ouais, ça c'est typique du Parisien qui pense que voilà, à part Paris. J'étais persuadé que c'était plutôt du côté d'Avignon. Bon, en tout cas, commençons si vous le voulez bien par celle qui figure dans notre titre. Quand on parle de l'Arlésienne, c'est pas seulement cette politique culturelle qui serait introuvable, mais c'est aussi bien entendu la ministre de la Culture Françoise Nyssen, dont Actes Sud est basé là, j'espère que je ne me trompe pas, c'est bien à Arles, hein, n'est-ce pas? Pierre-Yves Bournazel, bon, je vous pose une question, j'ai une petite idée de la réponse, mais est-ce que vous considérez que c'est une bonne ministre? Écoutez, Françoise Nyssen est une femme profondément engagée au service de la culture depuis de nombreuses années. La sincérité et l'authenticité de l'engagement, ce n'est pas rien. Certes, elle n'est pas issue du sérail politique, et donc peut-être que certains considèrent qu'elle n'a pas tous les codes, et bien tant mieux. Et je souhaite qu'elle puisse réussir parce que nous en avons bien besoin. Et la culture, pour moi, est une des priorités de ce quinquennat et est une priorité essentielle des politiques publiques parce que dans un monde qui change très vite, dans un monde qui perd parfois ses repères, la culture est absolument essentielle. Et je voudrais qu'on parle tout à l'heure de politique culturelle. On me dit souvent en France l'exception culturelle. Je soutiens ce principe-là. Je trouve que le mot est mal choisi. On pourrait parler plutôt d'ambition ou de vision de la culture parce que c'est ce qui permet, comme disait Malraux, d'avoir le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et je crois que dans les temps qui viennent, on va avoir besoin de soutenir les politiques culturelles. Et ben on verra justement si la politique est menée, en tout cas depuis un an en matière culturelle, est une politique ambitieuse. Mais puisque vous évoquiez la sincérité, sincère, c'est un mot que vous utilisiez, Marie-Josée Malice, il y a quelque temps dans une interview pour le journal Le Monde, pour parler justement de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Mais vous ajoutiez son côté novice en politique l'empêche de mener la bataille des enjeux culturels. Oui, je crois réellement à sa sincérité, on l'éprouve d'ailleurs quand on la rencontre. En revanche, la politique, ça n'est pas, il me semble, que seulement qu'un sérail. C'est aussi quand même une prise au sérieux de l'appareil d'État, de la manière dont, en fait, des idées, comme vous le disiez, des ambitions, sont organisées, mises en œuvre. Et donc, je pense qu'en effet, sa sincérité doit être appuyée par une plus grande force politique, une plus grande force de ses conseillers, une plus grande capacité, si vous voulez, à porter ce qui est une politique et pas seulement un discours sincère, en fait. Voilà. Emmanuel Vallon, c'est un poste compliqué que celui de ministre de la Culture et qui demande quel profil idéal. Alors évidemment, on pense à Malraux, d'ailleurs Pierre-Yves Bournazel l'a cité, on pense aussi à Jack Lang, on se souvient de ce documentaire, je ne sais pas si vous l'aviez vu, où on voyait François Hollande accueillir son nouveau gouvernement et notamment Fleur Pellerin en lui disant alors ce qu'il faut c'est que quand tu faut que tu ailles au spectacle, il faut que tu dises du bien des artistes et puis surtout il faut que tu appelles Jack, c'est Jack Lang.
Emmanuel Vallon, sur le profil en tout cas du ministère de la Culture. Est-ce qu'il faut que ce soit surtout un politique ou surtout quelqu'un issu du milieu culturel ? Ni André Malraux ni Jacques Lang, qu'on cite comme les ministres de référence, n'étaient de pure politique. Et puis on a connu d'autres personnes issues du monde de la société civile ou du monde culturel, comme Michel Guy, qui a eu quelques belles réussites à son actif, ou Françoise Giroud, sans remonter à Edmond Michelet. Donc ce n'est pas la question du profil, mais plutôt la question des circonstances et des dispositions dans lesquelles ce ou cette ministre se trouve. Alors d'une part, on observe que son entourage est limité à 10 personnes pour le cabinet, pour un ministère qui a une très large étendue de compétences. La politique du patrimoine ou de l'archéologie préventive, c'est pas tout à fait la même chose que le cinématographe ou l'audiovisuel public. Donc c'est déjà une restriction. Par ailleurs, elle hérite d'un ministère et d'une administration qui ont beaucoup été éprouvés par des difficultés budgétaires, mais aussi des réformes incessantes, beaucoup de restructurations internes. Et puis enfin, elle se trouve aussi prise dans un nouveau personnel politique face à des conseillers de Matignon et de l'Élysée qui interviennent beaucoup sur ces dossiers. Et je terminerai en disant que entre le marteau de la communication et l'enclume budgétaire, il n'est pas toujours facile de mettre en place un agenda crédible et de se donner de véritables caps pour transformer la politique culturelle. Alors face à ce reproche qui lui est régulièrement fait aujourd'hui à Françoise Nyssen d'être peut-être pas suffisamment visible et pas suffisamment volontariste en matière de politique culturelle, elle répond ceci: avant d'incarner la politique culturelle de la France, j'avais à l'imaginer, à l'élaborer. 2018 sera l'année de sa concrétisation. Est-ce qu'on peut dire que finalement un an, ça n'est pas si long que ça et qu'il faut lui laisser aussi le temps de mettre en place cette ambitieuse politique culturelle qui faisait partie du programme d'Emmanuel Macron, Pierre-Yves Bournazel? Je le crois, et pas d'ailleurs qu'en matière de politique culturelle. Je crois qu'il faut laisser le temps à un gouvernement de travailler sur un quinquennat. Et j'espère qu'Emmanuel Macron tiendra un de ses engagements qu'il avait pris, c'est de laisser à ses ministres le temps de faire. Parce qu'il y a trop souvent eu dans le passé des arbitrages gouvernementaux qui consistaient à changer tel ministre pour des accords politiciens de très court terme. Et on ne laisse pas le temps à des personnes engagées d'imposer leur marque. Et donc, elle a pris le temps d'écouter, d'apprendre et de comprendre un certain nombre de sujets. Le temps des décisions arrive. Je préside par exemple la mission d'information à l'Assemblée nationale sur la réforme de l'audiovisuel, les nouvelles régulations. On est en train de défricher un sujet qui est absolument essentiel. Parce que le gouvernement, à la fin de l'année, souhaite légiférer, eh bien, le Parlement travaille pour essayer de mettre des propositions sur la table. Elle a lancé des initiatives, je pense notamment au Pass Culture pour les jeunes. Je pense à sa volonté de déconcentrer, de décentraliser un certain nombre d'œuvres d'art et de permettre de faire connaître un certain nombre d'artistes. Il y a beaucoup de chantiers. Il va y avoir aussi, pour moi, des dispositifs absolument importants et on va contribuer au Parlement à faire émerger des propositions. Le soutien à la création, c'est absolument essentiel. Le spectacle vivant, le théâtre ont besoin de dispositifs nouveaux, notamment pour les salles à moyenne taille ou petite taille. On a besoin de soutenir, on a besoin d'imaginer de nouveaux dispositifs, comme on l'a fait par exemple pour le cinéma. Eh bien, il y a des chantiers d'avenir. Alors ouais, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas du tout de politique culturelle aujourd'hui, mais peut-être voilà, des réformes qui tardent un peu à faire sens. Mais on verra bien si en 2018, on arrive mieux à qualifier finalement ce que c'est que cette politique culturelle. Ce sera peut-être d'ailleurs, pourquoi pas, l'objet d'un deuxième rendez-vous en 2019. Mais puisque vous évoquiez cette question de la décentralisation, notamment la décentralisation des œuvres d'art, Pierre-Yves Bournazel, moi j'aimerais vous entendre sur ce sujet, Marie-Josée Malice, puisqu'il y a donc cette idée de faire partir en province un certain nombre d'œuvres d'art emblématiques de l'histoire de l'art, notamment de l'histoire de l'art français. La liste va être dévoilée dans quelques jours. Ce sera l'occasion de la nuit des musées. Il y a aussi l'idée de faire tourner un certain nombre de compagnies prestigieuses comme la Comédie Française, comme l'Opéra de Paris. Et vous avez réagi dans Le Monde il y a quelques jours de cela, Marie-Josée Malice, avec d'autres responsables de scènes et de centres nationaux, en disant que vous étiez effaré que le schéma proposé était un incroyable retour en arrière. Vous parlez même d'une politique qui date de la 4e République, ce qui est quand même très fort. Oui, parce que justement, toute la décentralisation culturelle s'est inventée pour que la création
se fasse sur place en s'appuyant sur une relation très étroite, très précise entre les artistes et la population. Bon, il va de soi que ça ne veut pas dire que les grandes œuvres ne doivent pas circuler, mais tout le sel, toute la richesse de la politique culturelle telle que nous la connaissons et dont nous sommes, si vous voulez, les continuateurs et j'espère les rénovateurs, s'appuyait sur l'idée que la culture, ça n'est pas seulement un accès, ça n'est pas un paternalisme qui consisterait à dire que ceux qui sont éloignés peuvent avoir accès à ce qui existe déjà. La culture, c'est faire ensemble, discuter ensemble, éventuellement créer ensemble, pour essayer de dessiner ensemble, de se donner les moyens intellectuels, sensibles, d'imagination, d'inventer le monde qu'il nous faut. Mais qu'est-ce qui vous laisse craindre dans ce qui est annoncé que cette dimension-là de création sur place ne sera pas prise en compte? C'est parce qu'elle n'est pas évoquée, justement? Parce qu'elle est très peu évoquée. Parce qu'en fait, vous avez beau dire qu'il faut laisser à la ministre le temps, et nous lui laissons le temps. Ce que nous entendons, c'est en tout cas qu'il y a une conviction qui est la sienne, qui est en gros que le budget ne sera pas augmenté, ne sera pas le budget qui permettra de prendre des grandes décisions. Dès lors, en effet, si dans un budget restreint, comme celui que nous connaissons, nous mettons l'accent sur la circulation des œuvres parisiennes vers, du coup, le retour des provinces, on sait très bien qu'à ce budget constant, tout ce qui va être l'encouragement à la création et même à de nouvelles modalités de rencontre entre les artistes et la population, c'est ça la décentralisation, tout ça va être minoré. Et c'est le cas dans le budget. Aujourd'hui, les mesures nouvelles, c'est 6 millions d'euros. C'est moins, si vous voulez, qu'une étude architecturale consacrée à la Cité du Théâtre. Je parle d'une étude architecturale. Donc 6 millions d'euros pour une politique d'aide à la création de proximité, c'est moins aujourd'hui qu'une étude architecturale. Donc c'est ce qui nous fait nous inquiéter, si vous voulez, hein. Alors, je vais laisser évidemment répondre Pierre-Yves Bournazel, mais je fais un petit détour d'abord par Emmanuel Vallon. Est-ce que ce qui s'est passé par le passé, puisque, je le rappelle, Marie-Josée Malice fait notamment référence à cette 4e République, est-ce que ça lui donne raison? C'est-à-dire, est-ce que quand on veut faire circuler des œuvres, est-ce que quand on veut amener la culture, disons la culture parisienne en province, ça se fait au détriment de ce qui se passe, ce qui se crée en province, Emmanuel Vallon? Mais pas forcément, à condition qu'on s'appuie sur les partenaires locaux et qu'on veille à mettre en valeur les ressources qui sont déjà présentes sur les territoires. Quand Jeanne Laurent, il y a un petit peu plus de 70 ans maintenant, a lancé les premiers centres dramatiques nationaux, elle a d'abord été chercher des maires ou des présidents de conseils généraux qui avaient envie de se lancer dans cette aventure. Et depuis, ce ne sont plus seulement quelques centres dramatiques ou quelques centres chorégraphiques ou quelques maisons de la culture, mais des centaines d'établissements labellisés par le ministère de la Culture, mais qui reposent surtout sur les financements des communes, des départements, des régions, et qui d'ailleurs ne représentent pas à eux seuls toute la décentralisation, parce qu'il y a aussi dans l'économie sociale et solidaire beaucoup de petites compagnies, de groupes, de micro-entreprises, qui est d'ailleurs une vision très moderne de l'économie, qui font des cafés-librairies, ça devrait plaire à la ministre par exemple, et qui sont tout à fait à même d'apporter la culture au plus proche. Donc, si vous voulez, le contresens du projet de la culture près de chez vous me semble, indépendamment de critiques qu'on pourrait porter sur le titre qui n'est pas très heureux, venir de ce qu'on imagine que c'est à partir de Paris et des grands établissements nationaux qui accaparent déjà un peu plus de la moitié du budget du ministère de la Culture que la décentralisation peut s'envisager. Mais elle est déjà là. Donc il suffit de pousser les logiques, les dynamiques des acteurs locaux qui sont sur le terrain, et ça ne s'imagine pas uniquement avec 7 millions et pas seulement depuis le Palais Royal. Pierre-Yves Bournazel, je rappelle que vous êtes député de Paris. Est-ce que vous y voyez, vous aussi, un contresens dans cette politique de la culture près de chez vous et une domination de ce que serait Paris dans le paysage culturel français? Je pense que ça doit se construire justement avec, ça a été très bien dit, avec les partenaires. Et les DRAC sont là pour ça, de travailler donc avec des collectivités, avec des musées, avec des acteurs culturels locaux, pour qu'il y ait des synergies et pour que cette diffusion des artistes et des œuvres puisse se faire avec les acteurs de terrain. Je crois qu'il faut essayer plutôt de les associer, de les rassembler, de fédérer ces énergies-là, plutôt que de les opposer. Donc moi, je veux voir ce que ça donne, je veux bien faire confiance à ce nouveau plan qui a du sens pour lutter contre des zones blanches avec des territoires extrêmes
extrêmement ciblés ou dans des territoires périurbains ou très ruraux, eh bien justement, il y a peut-être besoin aussi de nouvelles initiatives et de nouvelles stratégies culturelles en lien, bien évidemment, encore une fois, avec les différents partenaires locaux. Mais pour que ces initiatives, elles existent, il faut aussi pouvoir les mettre en place et donc les financer. Ça coûte peut-être plus cher que de se contenter simplement de faire circuler des œuvres qu'on va prendre au Louvre, au musée d'Orsay, par exemple. Sûr, à ma connaissance, il y a un budget qui a été établi pour cela. Je crois qu'il est autour de 6,5 millions. Voilà, je pense qu'il y a des moyens d'agir et de travailler encore avec les partenaires locaux pour faire en sorte que tout ça puisse se diffuser en bonne intelligence. 6,5 millions, c'est ce que met une région sur un ensemble de contrats de pays pour développer des initiatives locales. Ce n'est pas du tout du niveau d'un plan d'ampleur nationale. On a de l'expérience déjà avec le centre Pompidou mobile qui n'a pas été une grande réussite et quelques autres idées comme ça nées des esprits féconds de la rue de Valois, mais qui n'ont duré que le temps d'un plan de communication. Est-ce qu'on a une meilleure expérience, un meilleur retour avec la... Est-ce qu'on a un meilleur retour d'ailleurs avec le centre Pompidou-Metz ou le Louvre-Lens? Emmanuel Macron, candidat, disait d'ailleurs que ce n'est pas la population du bassin minier qui va au Louvre-Lens et donc il fallait réimaginer les rapports qu'il peut y avoir entre la population et la culture. Ça, est-ce qu'on sait si ça fonctionne ou pas, Emmanuel Vallon? J'en reviens, j'y étais avec les élus des Hauts-de-France il n'y a pas très très longtemps pour une séance de formation et je peux vous dire que la population des Hauts-de-France visite le Louvre-Lens et ce n'est pas parce qu'on va y promener un chef-d'œuvre supplémentaire du musée du Louvre qu'on va régler les problèmes d'accès à la culture. Vous vous souvenez peut-être que Malraux déjà avait pensé qu'il ouvrirait les yeux et les cœurs en se promenant un peu partout dans le monde avec la Vénus de Milo et la Joconde. Bon, je vois que c'est plus modeste maintenant, on veut faire ce tour uniquement en France. Et puis la Joconde, on ne la sort plus, parce qu'il y a eu un communiqué de presse pour dire, voilà, la Joconde, on va l'amener en province, puis finalement, il y a trop de fils qui l'attachent au poste de sécurité. Marie-Josée Malice. Non, mais moi, je crois que la question est mal posée. Moi, je n'ai pas dit d'ailleurs que ça se faisait au détriment des uns vis-à-vis des autres. Je pense que la question est mal posée. Je pense qu'une politique culturelle, ce n'est pas une circulation des œuvres majeures, etc. Une politique culturelle, c'est ce que vous disiez, c'est la réinvention des relations entre les gens, les artistes et les intellectuels. Et on se demande comment on s'y prend, comment on crée des œuvres qui sont adressées aux gens qui sont là, et alors a fortiori face à la génération qui est la nôtre en fait, qui a besoin, on le sait, les jeunes demandent beaucoup ça, qui a besoin de nouveau de se sentir acteur, de se sentir impliqué dans les questionnements. Donc la vraie politique qu'il nous faut, c'est pas une politique de circulation des œuvres majoritaires, c'est une politique de nouveaux usages des espaces publics culturels où, comme lorsque Malraux a inventé les maisons de la culture, les jeunes viennent à la fois, bien sûr, voir des œuvres, etc., mais aussi se politiser, faire la fête, discuter, réinventer des nouvelles manières collectives d'être ensemble et de faire œuvre. Mais pour ça, Marie-Josée Malice, vous n'avez pas forcément besoin d'une impulsion nationale. Ce sont des choses qui peuvent être faites au niveau local, en faisant confiance justement aux différents acteurs locaux. On a besoin de tout le monde. C'est-à-dire que si vous voulez, la politique culturelle a été beaucoup érodée ces dernières années par la réforme territoriale, par la baisse des dotations publiques accordées aux collectivités, par, après tout, aussi une espèce de, d'exténuation du schéma, où tout le monde se dit, bon, la politique culturelle, les arguments sont un peu épuisés pour la porter. Si bien que, bien sûr que ça peut se faire à l'échelle locale, mais nous avons besoin, du coup, que les collectivités, les partenaires, soient de nouveau réengagés au service d'une politique culturelle moderne. Et moi, mon grand regret, c'est que pour l'instant, nous espérions tous que la politique d'Emmanuel Macron serait une vraie modernité. Mon regret, c'est que pour l'instant, c'est une fausse modernité, avec même des relents un peu passéistes, je dirais. Mais nous espérions justement... Vous faites référence à quoi? À sa volonté de mettre l'accent sur le patrimoine, notamment sur les forces patronales. C'est important quand même, le patrimoine. Non, mais moi, ça me plaît beaucoup tout ça. Vous entendez à mon accent, je viens d'un village, je viens d'une église qui est en perdition, etc. Mais je parle, écoutez, ce président arrive avec l'idée que nous devons changer de paradigme et de société. Ça ne s'est jamais fait sans qu'il y ait une révolution culturelle.
Je veux dire, l'idée que nous allions changer la vie en 81, elle s'accompagnait d'une révolution culturelle portée par un ministère extraordinairement puissant et qui donnait l'intuition d'une nouvelle manière de vivre. Là, on est très loin. Balader des œuvres, des musées dans les villages, on est très loin, excusez-moi, d'une nouvelle vision de l'organisation de la société, voilà, ensemble en fait. Pierre-Yves Bournazel. C'est une goutte d'eau. Mais ce n'est pas la définition de la politique culturelle, bien évidemment, vous avez raison. C'est un élément qui peut contribuer à permettre de se faire travailler les DRAC avec un certain nombre d'acteurs locaux pour diffuser des œuvres d'artistes, pourquoi pas. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga, effectivement, d'une politique culturelle. D'abord, ce n'est pas ce qui a été dit. Ce que je crois, c'est qu'il faut bien distinguer la notion de culture et de politique culturelle. La politique culturelle, c'est ce qui est engagé par l'État, par les collectivités, avec différents partenaires. Et la culture doit être diffusée partout. C'est pas que le ministère de la Culture qui doit s'occuper de culture, elle doit être diffusée partout, à partir de tous les ministères. Je pense notamment à l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur, mais dans tous les domaines. Et bien sûr, irriguée dans toute la société civile. Et tout ça, c'est un travail. Par exemple, moi, je suis élu de quartier populaire. Le décloisonnement des quartiers, le travail qu'on peut faire dans des quartiers politiques de la ville, ça passe par la culture, bien sûr, parce que la culture, c'est ce qui nous permet d'être ensemble. Et c'est ce qui donne du sens. Vous avez raison, et je partage tout à fait votre propos. Être ensemble, à faire société et à vouloir partager le monde de demain. Et tout ça, eh bien, ce sont des politiques, des initiatives que l'on doit aussi porter dans d'autres dimensions que simplement une politique culturelle bien précise et budgétaire. Moi, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, nous sommes, nous, porteurs de propositions, parmi lesquelles, nous avons dit à la ministre, nous avons essayé d'être pragmatiques, nous avons dit en effet que le financement de la culture, de ce qu'on appelle la culture, une politique culturelle, qui remette les gens en mouvement dans ces questions-là, nous lui avons dit que ça pouvait passer, ce financement, par en effet une association avec d'autres ministères. Nous avons parlé notamment de la politique de la ville. Donc notre déception, par exemple, aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a donc les préconisations de Borloo et qui arrivent, et dans lesquels, en fait, le ministère n'a pas pris soin d'essayer, notre ministère de la Culture n'a pas pris soin d'essayer d'être intimement lié. Nous insistons là-dessus, nous aussi, sur le fait que c'est par de l'interministériel, par de l'investissement d'avenir, par donc un plan fondamental, si vous voulez. Et quand vous dites que les collectivités devraient nous aider à mettre en place ces politiques, si vous voulez, de réactivation, d'alliances très vivantes avec les gens, bien sûr, mais je pense que les collectivités ne le feront que si, parce qu'on est en France, que si l'État propose un élan, une vision suffisamment enthousiasmante et cohérente pour le monde qui vient, si vous voulez. On a besoin de l'État pour ça. Emmanuel Vallon. Ce que dit Marie-Josée Malice sur la création artistique vaut aussi d'ailleurs pour le patrimoine. Il ne s'agit pas seulement de sauver à grand renfort d'émissions de télévision et avec un animateur très talentueux pour les introduire tel ou tel monument du patrimoine. Il faut aussi un autre rapport à notre environnement, à notre paysage, à nos monuments urbains, à la qualité de vie de tous les jours. Et cela passe par une réinitialisation de la commande publique, cela passe par une limitation des zones commerciales qui finissent par emporter sous leur rouleau compresseur une bonne partie de nos paysages. Cela passe par une remise en cause aussi, bien sûr, d'un certain nombre de logiques économiques qui peuvent détruire le patrimoine. Donc, il me semble que c'est un problème à la fois d'orientation et de conception. Orientation budgétaire, on sait que les moyens ne sont pas illimités, mais si on consacre d'un côté 7 millions à un plan pour la culture près de chez vous, enfin disons un petit coup de pouce à la décentralisation, et de l'autre côté, vraisemblablement qu'on doive mobiliser des centaines de millions pour le pass culture des jeunes qui recevront, grâce à une application mobile géolocalisée, une sorte de pactole pour accéder à un certain nombre de produits culturels. On n'est pas dans cette construction de rapport, on n'est pas dans pour la l'instant, on culture n'en est qu'à comme 5 millions d'euros budgétés pour le pass culture, sachant qu'il est en phase expérimentale. Donc, c'est 5 évidemment, il n'est millions pas encore pleinement d'études pour déployé. essayer de ne pas reproduire toutes les erreurs de la République italienne qui s'est lancée dans un programme du même type. Mais en soi, c'est plutôt une bonne idée, non, de permettre à tous les jeunes de 18 ans d'avoir un accès plus élargi à la culture, parce que la culture, ça n'est pas totalement gratuit, c'est quelque chose qui coûte cher. Des jeunes de 18 ans, nous en rencontrons dans l'éducation nationale, dans les lycées et dans les facultés, et je peux vous dire que leur principal problème n'est pas uniquement budgétaire, c'est aussi un problème
problème d'accès symbolique, d'accès cognitif. Les réponses, elles se trouvent en termes d'éducation artistique et pas simplement en termes d'argent de poche. C'est vrai, Pierre-Yves Bournazel, ce passe culture, est-ce que ça n'est pas considéré que finalement ceux à qui ça va s'adresser sont avant tout des consommateurs plutôt que des gens qui ont peut-être besoin de s'approprier la culture, de fabriquer aussi, d'être des créateurs plutôt que uniquement des consommateurs? C'est une des critiques qui est formulée à l'égard de ce pass. Je le conçois plutôt comme un service public universel. Mais là, encore une fois, il ne faut pas le séparer de tout le reste. Parce que le pass culture a pour but vraiment de permettre à un certain nombre de jeunes d'avoir accès à une pratique culturelle qu'ils n'auraient pas eu sans ce pass culture. Et donc ça, je pense que c'est un point positif. Mais il ne faut pas le déconnecter de ce que vous venez de dire. Moi, je suis tout à fait d'accord. Vous avez parlé de la nécessité de concevoir, de conceptualiser. Vous avez parlé des paysages. Moi, je parle comme élu de Paris, par exemple, dans certains nombre de quartiers. Oui, par exemple, défendre des librairies indépendantes. Dans des quartiers populaires, nous en avons besoin. Et ça passe par une volonté politique, et notamment une volonté politique urbanistique, de choix, de priorité, d'avoir des loyers modérés, de revitalisation commerciale qui passe par un travail avec des collectivités territoriales. C'est absolument essentiel. On pourrait parler aussi, on va en parler je pense tout à l'heure, des bibliothèques. Il y a eu le rapport d'Éric Orsena et de Noël Corbin. On a besoin d'ouvrir les bibliothèques. Les bibliothèques parce qu'on y lit, parce qu'on y apprend beaucoup, mais parce que ce sont des lieux de partage aussi. J'ai fait une proposition, moi, au Conseil de Paris, par exemple. On a besoin, on parle beaucoup des migrants en ce moment et des réfugiés. Bon. Celles et ceux qui restent sur notre territoire. On a un vrai problème aujourd'hui dans notre pays, c'est l'intégration. Et l'intégration par la langue. Je propose par exemple que les cours de français qui sont donnés à ces personnes qui en ont besoin, parce que c'est une question d'intégration essentielle, puissent se faire aussi sur des horaires étendus dans ces bibliothèques-là, pour leur faire découvrir des lieux de culture absolument essentiels avec des associations. Bref, imaginons aussi, le monde de demain, c'est aussi faire émerger de nouvelles idées à partir de tout ce qu'on peut faire. Et grâce à ces étudiants, notamment des filières littéraires ou dans des services civiques, on peut avoir des horaires de bibliothèques qui soient vraiment élargis. Regardez Paris, 38 heures par semaine d'ouverture des bibliothèques, 98 heures par semaine à Copenhague. On a un temps de retard considérable. Ce sont des lieux essentiels pour nos quartiers et pour permettre à chacun d'avoir accès à la culture. Et ça permet de décloisonner les territoires, mais ça permet de décloisonner, l'origine sociale, tout simplement. La question de l'accès à la culture, c'est vrai que c'est important de le penser de différentes manières. Il y a un aspect financier, c'est-à-dire avoir les moyens de consommer de la culture, avoir cette amplitude horaire par rapport aux bibliothèques pour pouvoir y aller quand on est disponible pour le faire. Et puis, bien sûr, cette question de l'acculturation et de la co-construction de politiques culturelles qui est aussi importante. Mais ça sont plusieurs politiques qui, menées ensemble, peuvent être intéressantes, non, Emmanuel Vallon? Et je pense que l'ouverture des bibliothèques est une excellente chose, mais qui dépend essentiellement de la bonne volonté et des moyens des collectivités territoriales, puisque c'est à peu près 90% de l'offre de lecture publique dans notre pays. Et il faut reconnaître que l'évolution des dotations budgétaires, la suppression de la taxe d'habitation, tout ça ne crée pas un paysage financier très clair et très propice pour que les collectivités territoriales embauchent de nouveaux bibliothécaires et allongent la durée d'ouverture. Donc la contradiction se trouve là. Quand bien même il y aurait cette possibilité, Emmanuel Vallon, est-ce qu'il y aurait la volonté? Je voudrais juste vous citer une petite phrase d'un article qu'a publié Gaël Brustier, qui est politologue, dans le magazine La Vie, et qui dit ceci: depuis de longues années, la politique s'est désintéressée de la culture. Pour une partie de nos responsables politiques, le mot d'ordre est simple: quand j'entends le mot culture, je sors ma calculette. On a un peu l'impression, en lisant le document de CAP 22, qui n'aurait pas dû se retrouver dans la presse, mais que nous avons quand même été nombreux à lire, que c'est effectivement cette calculette qui a été mise au poste de commande. Cela dit, je ne voudrais pas du tout dénigrer les objectifs du ministère en cette matière, mais simplement pointer un petit problème sur ce qu'on appelle accessibilité. Ce n'est pas seulement une question de prix, ce n'est pas seulement une question d'horaire, c'est d'abord une question de désir.
Et pour que ce désir se lève, il faut qu'il soit encouragé aussi par un minimum de connaissances, mais aussi par des expériences. Faire des expériences esthétiques à travers une pratique des arts, tous les arts, au cours d'un parcours d'éducation artistique et culturelle, faire des rencontres avec des artistes en chair et en os, et pas simplement avec une reproduction d'un chef-d'œuvre d'un musée, ou faire des rencontres avec d'autres acteurs culturels ou d'autres amateurs passionnés, et pas simplement à travers une application. Donc pour tout cela, on a besoin d'encourager les acteurs de terrain, d'augmenter les capacités, de développer les aptitudes, et c'est un petit peu différent que de faire se succéder des plans qui semblent inspirés surtout par un désir de marquer l'actualité, mais de façon très temporaire. Alors vous avez évoqué ce programme CAP 22, grande réforme globale qui touche notamment le secteur de la culture, avec ce document de travail qui avait fuité du ministère de la Culture, et qui a été suivi d'un appel, l'appel de Montreuil, que vous avez également signé, Marie-Josée Malice. C'était au mois de janvier. Vous disiez: les arts, les patrimoines et la culture sont une cause nationale et citoyenne et ne peuvent en conséquence être livrés à la seule marchandisation. Vous considérez que la culture aujourd'hui, la politique culturelle, elle est d'abord appréhendée d'un point de vue budgétaire, disons? Oui, certainement. Mais je ne voudrais pas quand même donner une vision caricaturale. Je pense qu'il y a encore de la bonne volonté politique, et qu'il n'y a pas que, évidemment, une appréhension marchande. Je pense par contre qu'il y a une faiblesse intellectuelle. Je pense que nous devons prendre au sérieux le fait que la politique culturelle doit être redéfinie sur des principes qui ne sont pas en effet des principes d'accès aux œuvres, mais qui sont des principes qui doivent se poser sérieusement la question de à quoi sert la culture, la rencontre avec les arts, l'expérience artistique et intellectuelle dans la vie des gens. Est-ce que ça veut dire que ça peut être redéfini du point de vue de l'efficacité? Je vous cite 2 lignes du programme d'Emmanuel Macron pour la présidentielle. Il dit, voilà, il faudra maintenir, alors il s'engage à maintenir l'effort financier de l'État en faveur de la culture, budget de la culture en 2018 en hausse de 0,7% par rapport à celui de 2017, qui était déjà en hausse d'ailleurs sur la fin du quinquennat de François Hollande. En contrepartie d'une exigence d'efficacité, toutes les politiques publiques en faveur de la culture seront évaluées. Est-ce qu'au Syndéac, par exemple, vous êtes favorable à une évaluation des politiques culturelles? Alors moi, écoutez, je crois que j'incarne une espèce de transition de mon propre syndicat. Je ne suis pas une syndicaliste conservatrice. Je ne suis pas là pour dire que je suis là pour défendre mes acquis. J'ai engagé notre syndicat, à la demande de ses adhérents d'ailleurs, dans une réflexion profonde et une réforme. Nous avons été les premiers à aller voir la ministre de la Culture, mais aussi la conseillère culture du président, pour lui dire nous sommes prêts à notre propre réforme. Nous pensons en effet que nous devons réinventer les lieux de la culture et les usages que nous en avons. Parce que nous pensons en effet que, comme le disait Emmanuel, la culture, c'est le moyen par lequel on reprend confiance en soi, on renoue avec le désir, avec l'autorisation à dire ce qu'on a à dire. Donc c'est un point essentiel. Et comment est-ce qu'on mesure le succès, disons? C'est à la fréquentation, par exemple? De fait, je pense qu'il faut absolument reprendre les critères de l'évaluation. Un petit peu comme en économie. On est désormais capable d'introduire des critères qui sont des critères qualitatifs et pas seulement quantitatifs. Mais on peut mesurer, si vous voulez, l'impact bénéfique d'une action artistique dans une classe aux résultats scolaires. On peut mesurer comment, en fait, la présence d'artistes dans un territoire donné remobilise les gens vers le travail, diminue le taux presque de dépression collective. Enfin, ça se mesure, somme toute. Et nous avons demandé, en effet, que soient redessinés, reconfigurés les critères d'évaluation. Et moi, je suis pour une évaluation. Je suis, en effet, vous savez, il n'y a aucun plaisir à se morfondre dans l'inefficacité. Tout le monde souhaite être efficace. Mais toujours, encore faut-il savoir ce que vous entendez par efficacité. Mais je ne crois pas que les gens aient une vision caricaturale, une fois de plus. Je crois qu'il faut faire un grand travail intellectuel et politique pour redéfinir tout ça et que le pays en a besoin. Alors sur cette question de l'efficacité de l'évaluation, Pierre-Yves Bournazel et ensuite Emmanuel Vallon. Je partage ce que vous venez de dire. Je pense qu'il faut effectivement évaluer toute politique publique parce que c'est de l'argent public, mais incontestablement en matière de politique culturelle, l'impact il doit être vu dans toute sa perspective, quantitatif et qualitatif. Quand vous permettez à des personnes d'accéder à la bibliothèque et aux livres, ça a des conséquences dans leur vie personnelle, professionnelle, et c'est une politique d'intégration derrière tout ça. On pourrait vous parler d'éducation artistique tout à l'heure, c'est absolument essentiel, l'éveil, l'apprentissage, comme d'ailleurs il va falloir développer l'éducation aux médias.
parce qu'on voit bien aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, le regard critique, tout ça, l'impact, il est pas si facile. Donc, vous avez raison, il faut redéfinir les grilles d'évaluation, parce que ça peut pas être que quelque chose de quantitatif. Je voudrais lancer 2 sujets, peut-être avant que... réagir alors, sur cette question, Emmanuel Vallon, et ensuite... Je défends aussi la légitimité de l'évaluation dès qu'il y a une dépense publique, mais ça doit s'appliquer également à l'action des ministères, pas simplement à celle de ses opérateurs. Par exemple, en matière d'éducation artistique et culturelle, malgré de très bonnes déclarations de nos ministres respectifs depuis 3 gouvernements au moins, nous constatons toujours le manque de coordination effective entre l'éducation nationale et la culture, pour ne pas parler des autres ministères impliqués comme Jeunesse et Sport, au ministère de l'Agriculture à travers les lycées agricoles, et puis surtout le manque de travail commun réel entre les collectivités territoriales qui ont pourtant la charge des écoles primaires, des collèges et des lycées, et les services de l'État. Donc là-dessus, il y a un grand chantier à entreprendre. Ça demande un petit peu d'argent, mais surtout beaucoup de volonté et pas mal de méthodes. Et c'est vrai que, de ce point de vue, les attentes sont loin d'être comblées. Alors justement, par exemple, sur la formation des enseignants, à ces expériences et au montage de projets d'éducation artistique, les artistes se forment à intervenir dans les classes, mais il faudrait que systématiquement, dans toutes les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, il y ait une initiation à l'éducation artistique et culturelle. Justement, sur cette question de l'éducation artistique et culturelle, j'ai reçu ce matin un mail de Christian Depardieu, qui dirige la galerie Depardieu, qui se trouve à Nice, qui me disait « Impossible en France de faire vivre une galerie d'art contemporain en région. Le ministère de la Culture doit donner des instructions pour qu'une véritable décentralisation culturelle ait lieu. » Et il y voyait d'abord un problème justement de manque d'éducation des enfants. Alors, en l'occurrence, en histoire de l'art du XXe et du XXIe siècle, l'éducation artistique et culturelle, est-ce que ça fait partie de la politique ambitieuse d'Emmanuel Macron et de Françoise Nyssen qui va se déployer tout au long du quinquennat, Pierre-Yves Bournazel? Je dois dire que je ne suis le porte-parole ni du président de la République, ni de la ministre de la Culture. Non, mais comme vous avez défendu à l'Assemblée sa politique... J'ai défendu un certain nombre de projets qui me semblent aller dans le bon sens, mais j'arrive à penser aussi par moi-même, si vous le permettez, et d'être constructif et donc aussi critique par rapport aux politiques qui peuvent être menées. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que ça tarde un petit peu, justement, cette éducation artistique et culturelle? On a besoin d'une vision qui soit clairement affichée pour donner l'ambition en matière de politique culturelle, et c'est à partir de la vision et de l'ambition que l'on peut ensuite définir les critères d'action, que ce soit des critères qualitatifs ou quantitatifs. On pourrait prendre des exemples. Moi, je suis favorable à un crédit d'impôt pour le secteur du théâtre, parce que je ne vois pas pourquoi le théâtre ne pourrait pas bénéficier de ce crédit d'impôt. Je l'ai soutenu, il a été malheureusement rejeté par le gouvernement, mais j'ai pris cette initiative que je relancerai d'ailleurs au prochain débat budgétaire. Sachant que ça n'existe pas aujourd'hui, le crédit d'impôt pour le théâtre. Non, parce qu'aujourd'hui, ça existe pour d'autres domaines, ça a bien fonctionné pour le cinéma, on voit les résultats. Les résultats en termes de rayonnement culturel, en termes d'emploi. Par exemple, le cinéma, le crédit d'impôt international aujourd'hui, ça crée de l'emploi ici, en France, en région Île-de-France singulièrement, dans les métiers liés au cinéma. Et ça développe notamment des petites et moyennes entreprises qui sont spécialistes de tel ou tel effet spéciaux, par exemple. Et on a encore besoin d'évoluer sur le sujet. Ce que je veux dire, voilà, quand vous définissez une vision et une ambition pour votre politique culturelle, alors après, vous trouvez les outils et les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre cette ambition-là. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui pour passer à l'étape suivante. Et je pourrais parler par exemple aussi de l'audiovisuel, c'est la même chose. Essayons de définir notre ambition, qu'est-ce qu'on veut pour l'audiovisuel public, et une fois qu'on a décidé ce qu'on voulait, on se donne les moyens de réussir. Sur l'audiovisuel, je vous promets qu'on vous réinvitera pour en parler, parce que c'est vrai que c'est une question qui nous occupe quelque part. Juste d'un mot, Marie-Josée Malice, vous qui êtes directrice de théâtre justement, cette idée d'un crédit d'impôt par exemple, ça peut être une pourquoi idée... pas, oui, je suis d'accord qu'en tout cas il faut se donner les moyens une fois qu'on a défini la vision. Et moi ce qui m'importe beaucoup plus, c'est des choses très simples. Combien y a-t-il de parents aujourd'hui qui souffrent de voir que leurs enfants ne sont pas capables d'exprimer leurs idées, leurs sentiments, ils n'ont pas accès à l'expression d'eux-mêmes. On en est là dans ce pays, je crois. Et d'où l'idée que quand on parle de décentralisation culturelle, acte 2, etc., c'est pas superfétatoire. Là, on touche au fondement même de l'existence et de la démocratie. C'est ça qui est important. Alors ensuite, qu'on le finance avec des crédits d'impôt, etc., c'est très bien. En effet, il faudra beaucoup d'imagination budgétaire. Mais d'abord, il faut quand même prendre au pied de la lettre la gravité du problème, quoi.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Marie-Josée Malice, Emmanuel Vallon et Pierre-Yves Bournazel. Je veux juste te dire qu'on n'oublie pas le tarmac. Et on n'oublie pas. Ah oui, voilà, parce que Pierre-Yves Bournazel a été interpellé sur Twitter par l'équipe du Tarmac, la scène francophone internationale, qui va devoir céder sa place à un autre théâtre. Bon, pour l'instant, c'est en cours, c'est prévu pour 2019. Merci en tout cas à tous les trois. Merci à toute l'équipe du Grain. Et merci à Arnaud Laporte d'être là tous les soirs, fidèle au poste pour la dispute.